Marie, tu es venue nous voir aujourd'hui au CED à Strasbourg parce que tu partages avec nous tous un point en commun. Tu as été mariée avec un Allemand avec lequel tu as 2 enfants. Je crois que tes enfants ont 6 et 4 ans et demi. 4 ans et demi, un garçon et une fille. Et tu as en fait subi le jeu de toutes les procédures judiciaires familiales, non seulement en Allemagne, mais également en France. Est-ce que tu sais à peu près combien de procédures, à combien de procédures tu as participé, j'allais dire, depuis le jour où tu as décidé de quitter ton mari? Exactement, je ne sais pas, mais une bonne dizaine sur 3 ans. Une bonne dizaine sur 3 ans. Et est-ce que les procédures sont terminées à la date d'aujourd'hui? Non, il y en a encore une en cours, au moins, concernant les visites des enfants au père. D'accord. Alors, grosso modo, si on regarde tous ces documents, on se rend compte que la justice familiale allemande n'a jamais été neutre dans ton histoire. C'est-à-dire que son réel objectif a été de conserver tes enfants en Allemagne. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, c'est-à-dire qu'au début, j'y croyais pas du tout. Et plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que toutes les mesures prises par le tribunal de la famille allemand ne faisaient que resserrer les taux pour empêcher tout départ de mes enfants de l'Allemagne. Alors, ça s'arrête, je crois, même pas au niveau du juge. Je crois que même l'école, il participe un petit peu, ou comment ça s'est passé? Tout le monde participe. Il y a l'école, le jardin d'enfants, il y a les organisations de style Caritas, AVO. Alors ça, il faut peut-être expliquer au public français. Le Jugendamt est l'office public qui va, j'allais dire, préserver l'intérêt allemand en matière d'enfants. Et les institutions qui sont faussement traduites institutions caritatives, donc tu as nommé Diaconie, Caritas, AVO et d'autres, sont-elles en fait les institutions qui vont mettre en œuvre la décision du juge? C'est-à-dire que les parents ne sont pas libres. Les parents ne sont pas libres du tout, ils sont sous contrôle sans même s'en rendre compte, puisque ces associations sont présentées comme des associations caritatives pour aider les parents qui ont des problèmes quels qu'ils soient, et elles sont directement financées par le Jugendamt. Sous contrôle, et donc l'État allemand. Alors, est-ce que leur objectif, c'est d'aider les parents? Leur objectif, officiellement annoncé, c'est d'aider les parents. Le vrai objectif, c'est de repérer les familles en difficulté où il y a des enfants qui seraient susceptibles de partir à l'étranger. Alors, c'est intéressant. Est-ce que ta famille était en difficulté? Bien, j'avais quitté mon mari. Bien que j'ai compris depuis que mon mari avait déjà eu des contacts avant mon départ avec le Jugendamt. Revenons-en à la question. Est-ce que ta famille était dans une difficulté, c'est-à-dire tu aurais été dans un milieu social défavorisé qui aurait obligé l'État à intervenir dans ton affaire familiale? Absolument pas. J'ai uniquement eu une assistante ménagère parce que j'attendais mon 2e enfant et qu'on me l'avait proposé, et qui est venue chez moi, qui a fait certainement son rapport après. Alors, pardon, est-ce que c'était une assistante ménagère? C'était une personne envoyée par, je crois, Caritas à l'époque, et qui venait en fait mettre son nez dans ma famille, qui s'est rendu compte qu'il y avait des tensions entre moi et mon mari. Et à partir de ce moment-là, la situation n'a fait qu'empirer jusqu'à ce que mon mari me mette à la porte. D'accord, donc bon, ce sont des situations qui arrivent dans tous les couples. Simplement, pour qu'on comprenne bien, est-ce que à ce moment-là, quand tu t'es séparé de ton mari physiquement, tu t'es retrouvé seul, avec ton avocat éventuellement, face à ton mari, ou est-ce qu'il y a eu d'autres intervenants dans ta procédure de divorce? Bien, tout d'abord, je suis partie en France et c'est l'Allemagne qui a fait la demande de retour des enfants et non pas le père. Je t'interromps juste pour dire, oui. Une demande en retour, soit en convention de la Haye ou aussi en Europe, selon une convention qu'on appelle la convention de Bruxelles de bis. Alors oui. Tu es en train de nous dire que c'est pas lui, mais ce sera l'État allemand qui aurait fait cette demande de retour à la France, c'est ça? C'est-à-dire qu'au départ c'est le père qui l'a signalé, mais c'est l'État allemand qui était... de sa propre initiative? Qui a demandé le retour des enfants. La France a renvoyé les enfants, estimant qu'il y avait eu un déplacement illicite. Et du jour où je suis rentrée, l'Allemagne a porté plainte pour enlèvement d'enfants. Ah, on va peut-être préciser ce point-là.
puisque quand tu t'es retrouvé, je crois, à la cour d'appel, ou tout du moins en première instance au tribunal en France, à Poitiers, sur requête allemande en retour des enfants en Allemagne, tu as fait vérifier que l'Allemagne n'avait pas porté plainte contre toi, c'est ça? Voilà, c'est exact. Je ne voulais pas rentrer s'il y avait un risque de plainte, de plainte pour enlèvement d'enfants, puisqu'en Allemagne, ça relève du pénal. Et je savais que je risquais la prison. Jusqu'à 5 ans de prison. Jusqu'à 5 ans de prison, une amende et de toute façon la perte de mes droits parentaux sur mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'ont répondu les Allemands? Les Allemands m'ont répondu qu'il n'y avait absolument rien contre moi, et c'était vrai, puisqu'ils ont attendu le jour de mon retour, le jour même, pour déposer cette plainte, sachant qu'on peut porter plainte pour des faits jusqu'à 1 an après les faits, donc ça faisait que 6 mois que j'étais partie. Et à peine revenue sur le territoire allemand, j'ai été poursuivie pour enlèvement d'enfants. Et donc, tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé par la suite. En fait, toute la procédure de divorce et portant sur ce qu'on appelle les conditions annexes, le droit de garde, l'autorité parentale, ont toujours été d'une certaine manière influencées par la procédure pénale en cours contre toi, c'est ça? Depuis 3 ans, toute décision, toute argumentation de la partie adverse ou même du Jugendamt est basée sur le fait que j'ai emmené mes enfants de façon illégale, que j'ai sorti mes enfants d'Allemagne de façon illégale, sans l'autorisation du père, ce qui fait de moi une criminelle, donc une mauvaise mère, forcément. Ça c'est intéressant, je t'interromps, parce que tu sais que on a un cas très similaire au tien, qui est l'affaire du docteur Marianella Colombo en Italie, qui d'ailleurs a été suivi de très près par le CED. Et Marianella Colombo a gagné en cour de cassation à Rome, précisément contre l'Allemagne et contre la décision de demande en retour des Allemands. Alors, est-ce que tu vois un petit parallèle dans ton histoire? Bien, le parallèle, c'est que le but, dans mon affaire comme dans celui de Madame Colombo, était de garder les enfants sur le territoire allemand. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Eh bien, ils lui ont pris ses enfants, tout simplement. Ils ont décrété que les enfants devaient rester sur le territoire allemand. Oui, mais on va rentrer un petit peu dans le détail, puisque Madame Colombo vivait avec ses enfants depuis la séparation de son mari. Je crois que ça faisait pratiquement 1 an et demi ou 2. Et l'Allemagne a toujours refusé de statuer. Est-ce que c'était à refuser de statuer de ce fait-là, n'ayant pas de décision de justice, Madame Colombo est rentrée en Italie parce qu'elle avait un métier, elle devait prendre ses fonctions. Est-ce que c'est un petit peu comparable à ton cas à toi? Oui. Qui était dans ton couple le parent gardien et le parent détenteur des droits de visite? Alors dans mon couple, d'après la décision de divorce qui est arrivée il y a 2 ans, mon ex-mari a eu le droit de visite, bien que ça ne soit pas vraiment précisé qui a le droit de garde. C'est très flou, mais on peut déduire que c'est moi qui ai le droit de garde, puisque c'est le père qui a le droit de visite. Alors pardon, dans les faits concrètement, chez qui vivaient les enfants? Concrètement, les enfants ont toujours vécu chez moi. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que le juge a décidé et qui pourrait réellement choquer les Français, voire tous les autres Européens? Eh bien, dans la décision de divorce d'il y a 2 ans, le juge a assigné les enfants à résidence dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres autour de la résidence du père, donc en Allemagne, bien évidemment. Il a soumis tout déplacement des enfants à l'autorisation, au contrôle du père allemand, sachant que le père refusait son autorisation presque automatiquement. Il a imposé à mes enfants de fréquenter un jardin d'enfants allemand, alors qu'il n'y a aucune obligation en Allemagne de fréquenter un jardin d'enfants. Mais avec quel but, qu'on comprenne? Pour que les enfants parlent allemand, sous le prétexte que le père serait allemand et qu'il aurait besoin, que les enfants devraient savoir parler allemand pour avoir des contacts avec le père. Or, le père est franco-allemand et parle couramment français, il a une mère française. Mais qui a décidé ça concrètement? Et c'est le juge qui a décidé ça sur la requête du Jugendamt. Le Jugendamt faisant office de 3e parent en Allemagne, c'est-à-dire qu'il siège dans les audiences au tribunal au même titre que le père ou la mère. Donc en fait, le Jugendamt est partie
partie au même titre que les deux parents, c'est ça? Le Jugendamt, c'est très particulier, c'est spécifique à l'Allemagne, c'est que le Jugendamt est à la fois partie en tant que troisième parent et juge, puisque c'est lui qui dicte la décision au juge de la famille. Alors, est-ce qu'il la dicte ou est-ce qu'il le fait sous la forme d'une recommandation? Il recommande effectivement au juge de prendre une certaine décision, sachant que c'est toujours la même, c'est toujours la décision qui reprend les termes de la recommandation du Jugendamt. Bien sûr, donc le juge est plus ou moins obligé à suivre la recommandation. Puisque s'il ne veut pas se retrouver au permis de conduire, voilà. Forcément il vaut mieux écouter ce que dit le Jugendamt, qui est, je crois, une institution politique. Oui, elle dépend directement du pouvoir politique local, donc du maire, du Landrat, voilà. Est payé aussi par, reçoit tous ses fonds par le pouvoir politique. Donc le Jugendamt est juge et est parti, il émet une recommandation et on a dit tout à l'heure également que c'est lui qui a la charge de l'exécution de la décision du juge, à savoir que c'est lui qui organise les visites. Je crois que c'est pas dans ton cas comme ça. C'est lui qui organise les visites, c'est lui qui surveille, qui le cas échéant aussi va s'occuper des pensions alimentaires, de l'application. C'est lui qui donc à la fois représente les enfants, a le pouvoir de décision qui n'est qu'entériné par le juge, et enfin le pouvoir d'exécution puisqu'il travaille de façon très étroitement liée avec la police locale. Avec la police? Avec la police, oui. Est-ce qu'on peut dire éventuellement même avec les avocats? Oui, bien sûr, avec les avocats. Avec les écoles? Avec tous ceux qui touchent de près ou de loin aux enfants. Donc que ce soit les psychologues, pédopsychiatres, tous les experts, psychologues scolaires et autres. Alors, précisément concernant l'école, tu m'as expliqué que ton fils aura des difficultés à l'école. Donc il a été mis dans une école purement allemande, si je ne me trompe pas. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a été scolarisé d'office par le juge dans une école allemande, alors qu'il était inscrit dans une école franco-allemande juste à côté de chez nous. Et il a été testé à ma demande pour savoir s'il était précoce ou surdoué, c'est un terme équivalent, parce que j'avais de fortes présomptions dans ce sens. Et le psychologue scolaire a fait une expertise qui est délibérément fausse, à savoir qu'il a été testé comme ayant un QI de 108 et je l'ai fait tester parallèlement en France par une psychologue... Parallèlement, pas par un Allemand, mais parallèlement. Parallèlement, pardon. D'accord, oui. Ouais. En France, par une psychologue libérale qui m'a affirmé qu'il avait un QI de au moins 132. Alors bon, ça c'est intéressant, mais maintenant on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce que un psychologue scolaire allemand dépendant du Jugendamt pourrait avoir une quelconque intention de falsifier, j'allais dire à la baisse, le QI d'un enfant précoce? Parce que cet enfant étant étranger, il est primordial d'en faire un allemand, donc de le germaniser le plus possible, pour que par la suite il reste en Allemagne. Il n'ait pas envie d'aller en France travailler, donc il reste sur le sol allemand à vie. Et pour ce faire, on le met dans une école allemande d'office. S'il était reconnu surdoué, il aurait le droit, il pourrait prétendre à une éducation bilingue. Et surtout peut-être universitaire à la fin. Et universitaire, et bien évidemment, ce qui serait très dérangeant pour l'Allemagne. Alors, est-ce que tu crois que c'est certainement un des éléments, mais je pense qu'il y a un deuxième aspect. À partir du moment où on dit votre fils a des problèmes et qu'il a un QI de 108 et qu'il a des problèmes à l'école, qu'est-ce qu'on t'a recommandé par la suite, par ailleurs? Eh bien, la psychologue a évoqué la possibilité qu'il ait falsifié lui-même ses résultats. L'enfant? L'enfant de 6 ans, qu'il ait fait semblant d'être plus idiot qu'il ne l'était, auquel cas il faudrait bien évidemment lui faire suivre une thérapie pour trouver quels étaient les motifs de cette attitude. Voilà, et maintenant on va aller, il faut suivre un petit peu, j'allais dire, la perversité intellectuelle de toute cette élite allemande, entre guillemets. Avec quel objectif ils ont fait ça?